Elle entra par la porte principale sans prévenir personne. Simple, discrète, invisible. Ce que personne là-bas n'imaginait, c'est que la femme qu'il faisait attendre à la réception était la propriétaire de tout cela, et que ce jour changerait la vie de tous pour toujours. Elle arriva sans s'annoncer, sans chauffeur à la porte, sans secrétaire pour lui ouvrir le passage, sans le genre de présence qui pousse les gens à arrêter ce qu'ils font et à se redresser. Isabelle Dumont entra par la porte principale de l'Excellence Conseil, comme n'importe qui d'autre, par le trottoir, à pied, avec un simple porte-document sous le bras et un regard qui observait tout sans rien révéler. C'était exactement ce qu'elle voulait. Des semaines auparavant, une enveloppe était arrivée entre ses mains sans expéditeur. À l'intérieur, 3 feuilles manuscrites, d'une écriture menue et tremblante, comme celle de quelqu'un qui avait peur d'être reconnu. Le contenu de ces feuilles l'avait tenu éveillé des nuits entières. Des récits d'employés traités avec mépris, de clients ignorés, d'une culture installée silencieusement au cœur de l'entreprise qu'elle avait bâtie de ses propres mains au fil des ans. Une culture qu'elle n'avait jamais autorisée et n'avait jamais imaginé pouvoir exister là. Alors, elle décida de voir de ses propres yeux, sans prévenir personne, sans envoyer d'avocat ni d'auditeur. Elle-même discrète, avec son porte-document, son regard tranquille, et la mémoire vive de celle qui avait passé des années au sein de cette entreprise avant de la diriger de loin. Elle voulait ressentir ce qu'un visiteur ordinaire ressentirait en franchissant cette porte. Ce qu'elle ressentit durant les 30 premières secondes fut exactement cela, l'invisibilité. La réception de l'Excellence Conseil était vaste, froide et vitrée. Un long comptoir, le logo éclairé au mur, des vases avec des plantes que quelqu'un avait choisies plus pour leur apparence que pour leur vie. 2 réceptionnistes travaillaient là, mais une seule leva les yeux vers Isabelle lorsqu'elle s'approcha, et ce regard dura moins d'1 seconde avant de retourner à l'écran de l'ordinateur. Isabelle arriva au comptoir, attendit. La réceptionniste, dont le badge indiquait Camille Renaud, continuait à tapoter ses doigts sur le clavier comme si rien d'autre n'existait autour. Ce n'était pas le genre de personne qui faisait semblant de ne pas voir. C'était le genre qui ne jugeait sincèrement pas nécessaire de regarder. Isabelle attendit un instant de plus, puis dit d'une voix calme, celle de qui a forgé sa patience au fil de nombreuses batailles. « Bonjour, je souhaiterais parler à quelqu'un de la direction s'il vous plaît. » Camille leva lentement les yeux, comme si l'effort lui coûtait quelque chose de précieux. Elle regarda Isabelle de haut en bas, son simple porte-document, son manteau sans marque visible, ses mains sans accessoires voyants. Et elle fit le genre d'évaluation silencieuse qui prend 2 secondes et qui dure toute une vie dans la mémoire de celui qui la reçoit. « Avez-vous un rendez-vous, madame ?»« Non, je n'en ai pas. » Camille reporta ses yeux sur l'écran. « Sans rendez-vous, je ne peux pas vous adresser à la direction. Monsieur Romain Massard ne reçoit pas de visite sans rendez-vous préalable. Je comprends, mais c'est une affaire urgente. Je peux attendre pendant que vous le prévenez que je suis là. » Camille inspira profondément comme quelqu'un qui explique la même chose pour la 10e fois de la journée. « Cela ne fonctionne pas ainsi, madame. Vous devez appeler le contact sur le site institutionnel, demander une réunion formelle et attendre une réponse dans les 10 jours ouvrables. » Isabelle hocha légèrement la tête. « 10 jours ouvrables. C'est cela. Je comprends le processus, » dit Isabelle, gardant le même ton. « Mais je voudrais simplement que vous transmettiez un message à Monsieur Romain, lui disant que je suis ici. Juste mon nom, Isabelle Dumont. C'est à lui de décider s'il me reçoit ou non. » Camille arrêta de taper. Elle leva les yeux avec une expression différente, cette fois non de respect, mais d'impatience mal dissimulée, comme quelqu'un qui a été interrompu au milieu de quelque chose d'important pour écouter ce qui ne méritait manifestement pas d'attention. « Je vous ai déjà expliqué la procédure. Sans rendez-vous, ce n'est pas possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un ticket et attendre au service d'accueil général. » Elle fit un geste vague vers une rangée de chaises en plastique alignées sur le côté de la réception, loin du comptoir, loin du mouvement, loin de tout endroit qui dirait « Vous êtes important, mais le temps d'attente est aujourd'hui d'environ 1h30. 1h30 sur les chaises en plastique du service d'accueil général. » Isabelle regarda ces chaises, puis le logo lumineux au mur, ce symbole qu'elle-même avait dessiné sur une serviette en papier un après-midi où elle était assise sur le sol d'un bureau loué avec 3 employés et un rêve qui semblait trop grand pour tenir dans ce petit espace. Elle prit le ticket, s'assit. Le couloir intérieur de l'Excellence Conseil était animé à cette heure-là. Des employés se croisaient avec des porte-documents et des tablettes, parlaient en groupe, se saluaient avec la familiarité de ceux qui se côtoient tous les jours. Aucun d'eux ne s'arrêta pour regarder la femme assise sur les chaises en plastique, un porte-document sur les genoux et le regard parcourant chaque détail de cet environnement comme quelqu'un qui lit un livre qu'il connaît par cœur, mais qui a trouvé des pages que quelqu'un a changées sans permission. Laura Fontaine fut la première à remarquer. Elle était passée par la réception par hasard.
Elle sortait pour aller chercher un document à l'étage inférieur. Quand elle vit cette scène, la femme seule sur la chaise en plastique, le numéro à la main, le regard tranquille qui ne correspondait ni à la résignation, ni à l'impatience. Il y avait quelque chose dans cette posture qui retint l'attention de Laura, une seconde de plus que nécessaire. Une sérénité étrange. Le genre de calme qui ne vient pas de celui qui attend, mais de celui qui observe. Laura continua de marcher, mais cette image ne lui quitta pas l'esprit. 48 minutes plus tard, le numéro d'Isabelle fut appelé. Elle s'approcha du guichet, où Hélios Dubois, un jeune préposé visiblement débordé, la reçut avec un sourire pressé qui avait déjà été utilisé de nombreuses fois ce jour-là. « Bonjour, quel est le motif de votre demande ? J'ai besoin de parler à quelqu'un de la direction, à monsieur Romain Massard, si possible. » Hélios s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Pour cela, madame, vous auriez besoin d'un rendez-vous formel. Ici, à l'accueil général, nous traitons les questions des clients, les contrats de base, les enregistrements. » « Je comprends. » Isabelle dit avec une gentillesse sincère. « Mais quelqu'un pourrait-il au moins lui transmettre un message ? Juste mon nom, Isabelle Dumont. C'est tout. Cela peut-il être fait ?» Hélios regarda de côté, comme quelqu'un qui cherche une issue dans un labyrinthe sans indication. Puis il regarda Camille à la réception. Camille, qui observait la scène de loin les bras croisés, fit un mouvement subtil de la tête. Négatif, clair et définitif. Hélios se tourna vers Isabelle avec une expression d'excuse mêlée d'impuissance. « Désolé, madame. Ce ne sera pas possible. » C'est exactement à ce moment-là que Romain Massard traversa le hall. Il venait de l'ascenseur avec 2 directeurs, parlant fort, riant de quelque chose qui devait s'être passé à l'étage. C'était un rire qui prenait de la place, le genre de rire de celui qui est habitué à être la personne la plus importante de n'importe quelle pièce où il entre. Les épaules en arrière, les pas rapides, le genre de présence qui pousse les employés alentour à ralentir par instinct. Camille se leva au comptoir et lui fit un signe discret. Romain s'approcha, et elle lui dit quelque chose à voix basse, avec un sourire en coin qui tenait plus du potin que de la communication professionnelle. Romain regarda dans la direction d'Isabelle, d'une manière qui n'était pas ouvertement impolie, mais qui communiquait avec une clarté absolue qu'il avait évaluée, et conclut qu'il n'y avait rien là qui justifiât une altération de son emploi du temps. Malgré tout, il marcha vers elle par courtoisie, le genre de courtoisie qui dure 2 minutes, et passe ensuite à autre chose. Isabelle se leva quand il arriva. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour », répondit Romain, avec le ton de celui qui concède le temps qu'il lui reste. « On m'a dit que vous vouliez me parler. Puis-je savoir de quoi il s'agit ? À propos du fonctionnement de cette unité, il y a quelques points que je dois discuter personnellement. » Romain croisa les bras. Son langage corporel disait « Pas un mot de plus, ce sera bref. Vous représentez une entreprise ? Avez-vous un contrat actif avec nous ? Non, pas de cette façon. Alors, avec tout le respect que je vous dois, madame, vous devrez suivre la procédure standard. Un rendez-vous formel, une réponse dans les 10 jours. Mon équipe peut vous guider à ce sujet. » Il avait déjà fait un demi-pas pour partir lorsque la voix d'Isabelle se fit entendre. « Monsieur Massard », il s'arrêta. Il y avait quelque chose dans ces 2 mots. Ce n'était pas le volume, ce n'était pas une menace. C'était la fermeté silencieuse de celle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Car ce qu'elle a à dire n'a pas besoin de hauteur, mais de poids. Et il en avait. « J'ai attendu 48 minutes sur ces chaises », dit-elle, désignant la rangée en plastique où elle était restée assise pendant que le monde de l'entreprise tournait sans remarquer son existence. « Je suis arrivé ici et j'ai seulement demandé que mon nom vous soit transmis. Juste cela, un nom. Et j'ai reçu une succession de procédures qui ont empêché même cela d'arriver. Une pause. Je dois comprendre. Est-ce la norme de cette entreprise ou était-ce quelque chose de réservé spécialement pour moi ?» Romain tourna son corps complètement vers elle. Les 2 directeurs qui l'accompagnaient s'arrêtèrent à quelques mètres derrière, échangeant des regards. Camille, à la réception, avait les yeux rivés sur la scène. Un groupe d'employés qui passait dans le couloir ralentit le pas sans se rendre compte qu'il l'avait fait. Laura Fontaine, qui venait de revenir avec le document qu'elle était allée chercher, s'arrêta au milieu de son pas. « Écoutez », dit Romain, le ton baissant d'un cran pour quelque chose qui visait à clore la conversation. « Je ne sais pas qui vous êtes, madame, et cela ne change rien à la procédure. Nous avons des règles ici. Elles existent pour tous, sans exception. »« Pour tous », répéta Isabelle. « Pour tous. » Isabelle ouvrit le porte-document qu'elle portait sous le bras, en sortit un seul document, le plaça dans les mains de Romain d'un geste si tranquille qu'il semblait ordinaire, comme quelqu'un qui rend un stylo emprunté. Pas une vérité qui changerait à jamais l'atmosphère de ce hall d'entrée. Romain regarda le papier. La première seconde, il ne comprit pas. La deuxième, quelque chose changea dans son expression. Un plissement des yeux,
un recul presque imperceptible, les doigts qui serraient le document sans qu'il ne s'en aperçoive. La 3e seconde, la couleur disparut de son visage d'un coup, comme une marée qui se retire trop vite. C'était le contrat social de l'Excellence Conseil avec son nom, sa signature, l'enregistrement qui montrait en langage juridique, sans aucune marge d'interprétation, qu'Isabelle Dumont n'était pas une visiteuse sans rendez-vous. C'était la fondatrice, la propriétaire, la personne dont le nom figurait sur l'acte de propriété du bâtiment où tous se tenaient à ce moment-là. Le silence qui s'installa dans ce hall n'était pas bruyant, c'était celui qui pèse, qui oppresse, qui fait que chaque personne dans la pièce se souvient d'un coup de chaque mot prononcé durant les 48 dernières minutes. Camille resta la main suspendue en l'air, dans un geste qui ne se termina jamais. Les 2 directeurs se regardèrent sans savoir quoi faire de leur propre corps. Hélios ferma les yeux une seconde, comme quelqu'un qui demande de l'aide en lui-même. Laura Fontaine, immobile dans le couloir avec le document oublié entre ses doigts, sentit son estomac se nouer, non par culpabilité, car elle n'avait rien fait de mal, mais par quelque chose qui fait mal d'une manière différente, d'avoir vu une injustice se produire sous ses yeux et de ne pas avoir trouvé le courage d'intervenir. Romain Massart regarda le document, regarda Isabelle, revint au document, et quand il ouvrit la bouche, ce qui en sortit ne fut pas une excuse, ce ne fut pas une explication, ce ne fut pas le rire éclatant d'avant, ce ne fut que le son de quelqu'un qui comprend trop tard qu'il y a des erreurs qui ne se réparent pas facilement. « Madame Dumont, je ne savais pas. Je sais que vous ne saviez pas, » dit-elle avec un calme plus percutant que n'importe quelle voix élevée ne pourrait jamais l'être. « Mais je dois vous faire comprendre une chose. » Elle regarda autour d'elle, Camille, les directeurs, les employés arrêtés dans le couloir, Laura immobile le document à la main, chaque visage, lentement, avec la patience de celle qui sait que ce qui va suivre doit être entendu par tous. Ici, ce n'est pas la fonction qui définit la manière dont une personne mérite d'être traitée, c'est le caractère de celui qui se trouve de l'autre côté du comptoir. Personne ne dit rien. La phrase resta dans ce hall d'entrée comme la fumée après une explosion. Présente, dense, impossible à dissiper d'un simple geste. Isabelle reprit le document des mains de Romain, le remit dans son porte-document avec le même soin qu'auparavant, et le regarda une dernière fois. « J'ai besoin d'une salle et de tous les directeurs de cette unité disponibles dans 30 minutes. » Romain hocha la tête, sans mots, sans le rire qui prenait de la place, sans les épaules en arrière de celui qui est le plus important de la pièce. Isabelle marcha vers l'ascenseur. Les employés ouvraient le passage sans qu'elle ait besoin de le demander, et tandis que les portes se fermaient devant elle, laissant derrière elle un hall d'entrée entier dans un silence absolu, personne là-bas ne savait encore que cette scène dont il venait d'être témoin n'était que le premier chapitre. Car ce qu'Isabelle Dumont avait découvert sur ces chaises en plastique était bien plus grave que la négligence à une réception. La preuve vivante que quelque chose à l'intérieur de cette entreprise s'était corrompu de l'intérieur. Et elle portait dans son porte-document, avec le contrat social, un 2e document. Un document qu'elle n'avait encore montré à personne. Un document qui, une fois révélé, ferait passer la négligence d'aujourd'hui pour le moindre des problèmes de Romain Massart. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, et pendant quelques secondes, personne dans ce hall ne bougea. C'était comme si l'air s'était soudainement épaissi, et que bouger exigeait un effort que personne n'était encore en mesure de fournir. Camille Renaud était immobile derrière le comptoir, les mains appuyées sur le plan de travail, non par posture, mais parce que ses jambes demandaient un soutien. Hélios regardait son guichet, comme si les papiers devant lui pouvaient expliquer ce qui venait de se passer. Les 2 directeurs qui accompagnaient Romain échangèrent un regard rapide, du genre qui dit tout sans avoir besoin d'un seul mot. Ce fut Romain qui rompit le silence, mais pas avec sa voix. Avec un mouvement, il se tourna vers Camille avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui, et elle travaillait là depuis des années. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la panique, c'était quelque chose de plus profond, de plus difficile à nommer. C'était le regard de quelqu'un qui venait de réaliser que le sol sur lequel il se tenait avec tant de sécurité n'était, après tout, pas solide. « Vous saviez qui elle était ?» demanda-t-il, la voix trop basse pour l'ampleur de la question. « Non » répondit Camille. Et pour la première fois ce jour-là, sa voix sortit sans aucune couche de contrôle. Elle était menue. « Je jure que je ne savais pas. » Romain ne répondit pas. Il marcha vers l'ascenseur avec les 2 directeurs, l'accompagnant en silence, comme des satellites orbitant autour d'une planète qui vient de changer de trajectoire. Camille resta en arrière, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sut que faire de ses propres mains. L'étage de la direction avait un silence différent de celui du hall en bas. C'était un silence qui existait déjà avant, celui construit par un tapis épais, des murs revêtus et des portes qui isolaient trop bien du monde extérieur. Mais quand Isabelle entra dans ce couloir accompagnée de Marianne Salgado,
L'assistante exécutive qui était descendue en courant dès qu'elle avait reçu un appel de Romain, le silence acquit une autre qualité. Il devint tendu, attentif, comme un animal qui sent le danger avant de le voir. Marianne était une femme aux cheveux attachés et aux pas rapides, qui avait clairement bâti toute sa carrière en étant efficace, sans être remarquée. Quand elle répondit au téléphone et entendit Romain prononcer le nom d'Isabelle Dumont, elle resta immobile pendant exactement 3 secondes, le temps qu'il lui fallut pour comprendre ce que cela signifiait, puis elle se mit en mouvement avec la précision de celle qui ne peut se permettre d'hésiter. « Madame Dumont », dit-elle en rencontrant Isabelle dans le couloir d'une voix qui portait un respect sincère et quelque chose qui s'apparentait à du soulagement. « Je suis Marianne, l'assistante de la direction exécutive. Je suis désolé pour ce qui s'est passé en bas. Si vous voulez m'accompagner, la salle du conseil est déjà en cours de préparation. »« Merci Marianne », dit Isabelle. « Mais avant d'entrer dans cette salle, j'ai besoin d'une information. Bien sûr, qui est responsable du département financier de cette unité ?» Marianne cligna des yeux. C'était une question trop directe pour être désinvolte. « Monsieur Auguste Vidal, il est directeur financier depuis quelques années. Est-il dans le bâtiment aujourd'hui ?»« Oui, il l'est. Alors, s'il vous plaît, incluez son nom dans la convocation. » Isabelle fit une brève pause. « Et Marianne, j'ai besoin que cela soit fait sans qu'il en sache la raison avant d'entrer dans la salle. Juste qu'une réunion de direction a été convoquée d'urgence. » Marianne hocha la tête sans poser de questions. C'était exactement le genre de personne qui comprend qu'il y a des moments où demander est moins utile que de faire confiance. Considérez, madame. La salle du conseil de l'Excellence Conseil avait une table suffisamment longue pour accueillir 12 personnes avec de l'espace. Au mur, des tableaux avec des graphiques de croissance, des photos d'inauguration, des prix sectoriels encadrés avec le soin de ceux qui croient que le passé doit être exposé pour justifier le présent. Isabelle entra dans cet espace et s'arrêta un instant. Elle regarda chaque tableau, chaque photo, reconnut des visages, reconnut des lieux, reconnut une histoire qui était la sienne, et qui, à un moment qu'elle cherchait encore à identifier avec précision, lui avait échappé des mains sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle s'assit au bout de la table, non par imposition, non pour marquer son territoire, mais parce que c'était la place qui correspondait à ce qu'elle était, et faire semblant du contraire serait un mensonge qu'aucune chaise au milieu de la table ne pourrait soutenir. Les directeurs arrivèrent successivement. D'abord les 2 qui accompagnaient Romain, Fabien Caron, directeur commercial, et Sonia Lambert, directrice des opérations. Puis Romain, qui entra sans le rire d'avant et s'assit 3 chaises plus bas que le bout de table, comme quelqu'un qui, inconsciemment, avait déjà recalibré son propre poids dans la hiérarchie. Enfin, Auguste Vidal. Auguste était un homme aux cheveux entièrement blancs et à l'expression de celui qui a passé des décennies à apprendre à ne pas révéler ce qu'il pense avant de comprendre ce qui est en jeu. Il entra dans la salle avec le calme de celui qui a été convoqué à des réunions urgentes suffisamment de fois pour ne pas laisser l'urgence modifier sa posture. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent Isabelle au bout de la table, quelque chose se passa sur ce visage que toutes ces années de formation n'avaient pu complètement cacher. Une reconnaissance rapide, presque imperceptible, mais réelle. Isabelle le remarqua, le retint. « Merci à tous d'être venus », dit-elle. Quand la porte se ferma et que les 5 furent assis, la voix était la même que celle du hall d'entrée en bas, sans hauteur inutile, sans pression artificielle, juste de la présence. « Je serai direct, car votre temps est précieux. Et le mien aussi. Je suis ici parce que j'ai reçu un rapport préoccupant sur le fonctionnement de cette unité. Pas une rumeur, un rapport documenté, avec suffisamment de détails pour que je doive venir personnellement vérifier. » Romain ouvrit la bouche. Isabelle continua avant qu'il ne trouve les mots. « Ce que j'ai vécu aujourd'hui, depuis le moment où je suis entré par la porte principale, a confirmé une partie de ce rapport. Mais seulement une partie, car ce qui m'a amené ici va au-delà du service aux visiteurs. » Elle ouvrit le porte-document sur la table. Cette fois, elle n'en sortit pas le contrat social. Elle en sortit le 2e document. Ceci est arrivé avec les dénonciations. Elle plaça les feuilles au centre de la table. Fabien et Sonia se penchèrent en même temps pour lire. Romain resta immobile, les yeux sur la table, comme celui qui sait que s'il regarde le papier, il devra admettre qu'il reconnaît ce qui est écrit. Auguste Vidal ne bougea pas, resta exactement où il était. Et c'est précisément cette immobilité qui en disait plus que n'importe quel mouvement. « Ce qui est sur ces feuilles, » dit Isabelle d'une voix qui ne montait pas de ton, mais qui portait maintenant un poids différent, sont des enregistrements de virements financiers effectués au cours des derniers mois à une société de services appelée Solara Conseil. Des virements approuvés par le département financier de cette unité, sans correspondance avec aucune livraison de services vérifiable, sans contrat formalisé selon les modalités exigées par notre politique interne, et sans communication au siège.
Le silence qui s'installa était différent de celui du hall d'entrée. En bas, le silence avait été de surprise. Ici, il était d'une autre nature. C'était le silence de celui qui calcule, qui pèse ce qu'il sait contre ce qu'il peut admettre. Quand la voix de Sonia sortit avant qu'elle ne semble avoir décidé de parler, elle-même parut surprise par sa propre question. « Assez pour qu'aucune explication simple ne suffise », répondit Isabelle. « Et assez pour que j'aie besoin de réponses aujourd'hui. Pas dans 10 jours ouvrables. » La phrase ne fut pas prononcée avec ironie, mais tous dans la salle comprirent où elle pointait. Romain ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait une décision en eux, non de confrontation, mais de capitulation. Le genre de capitulation qui arrive quand la personne comprend que continuer à faire semblant coûtera plus cher que d'arrêter. « Je ne savais pas pour les virements, dit-il, la voix ferme, mais avec une fracture au centre qu'il était impossible d'ignorer. Je jure que je ne savais pas. La finance opère de manière autonome dans le cadre des directives que j'approuve en général. Les détails de chaque approbation, j'ai fait confiance à leur conformité. J'ai fait confiance, répéta Isabelle, le mot avec la même délicatesse que l'on manipule quelque chose de fragile avant de le remettre en place. Monsieur Massard, la confiance sans vérification n'est pas de la gestion, c'est de l'espoir. Et l'espoir ne protège pas une entreprise. Romain ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse qui ne sonne comme une excuse. Ce fut alors qu'Auguste Vidal bougea. Il ne se leva pas, ne fit aucun geste dramatique, il posa simplement les mains sur la table, avec une lenteur qui attirait l'attention précisément parce qu'elle était si contrôlée, et dit, d'une voix de celui qui a passé toute une vie à choisir ses mots, avec une précision chirurgicale. « Madame Dumont, avec tout le respect que je vous dois, ces documents ont besoin de contexte pour être compris correctement. Il y a des spécificités opérationnelles qui justifient le format des virements que Monsieur Auguste, le nom sorti de la bouche d'Isabelle, avec une simplicité qui coupa toute phrase en deux. Elle le regarda de face, il la regarda en retour, et à ce croisement de regards se passa quelque chose que personne d'autre dans la salle ne put nommer, mais que tous ressentirent. Il y avait une histoire entre ces deux personnes qui précédaient cette salle, cette table, ce jour. Une histoire qui restait à révéler. « Je vous connais depuis assez longtemps pour savoir quand vous expliquez et quand vous gagnez du temps, » dit-elle d'une voix toujours calme, mais maintenant avec quelque chose qui avait émergé du fond, quelque chose de personnel, quelque chose qui coûtait à maintenir organisé dans le ton professionnel. Et je connais aussi ce nom, Solara Conseil. Non pas parce qu'il était dans ce document. Une pause qui dura le temps exact nécessaire pour que chaque personne dans la salle retienne son souffle. Mais parce que j'ai déjà entendu ce nom auparavant, dans un autre contexte, à une autre époque. Et quand je l'ai entendu, vous étiez présent. Auguste ne cligna pas des yeux, mais ses doigts sur la table se contractèrent. D'un demi-centimètre. Ce fut suffisant. Fabien regarda Sonia. Sonia regarda Romain. Romain regarda Isabelle. Aucun d'eux ne comprenait complètement ce qui se passait entre elle et Auguste, mais tous comprenaient que ce qui venait d'être dit n'était pas une accusation, c'était une mémoire. Et la mémoire, lorsqu'elle arrive sur ce ton, est toujours plus dévastatrice que n'importe quelle preuve froide sur une table. « J'aurais besoin d'un accès complet au registre financier des 2 dernières années, » dit Isabelle, reprenant le ton de la réunion, comme quelqu'un qui ferme une parenthèse lourde et continue le texte. Tout. Contrat, approbation, relevé, communications internes. Marianne coordonnera l'accès, et pendant que cet inventaire se fera, aucune approbation de virement externe ne sera faite sans ma signature directe. Aucune. Romain acquiesça immédiatement. Fabien et Sonia aussi. Auguste resta silencieux une seconde de plus, puis acquiesça lentement. « Il y a autre chose », dit Isabelle avant de se lever. Elle regarda Romain avec une expression qui n'était pas cruelle, mais qui n'offrait pas non plus de réconfort facile. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui dans le hall n'était pas seulement un problème de procédure, c'était le symptôme de quelque chose de plus grand. Lorsqu'une entreprise apprend à maltraiter ceux qu'elle ne reconnaît pas comme importants, elle se prépare à trahir sa propre âme. J'ai construit cette entreprise sur une autre croyance, et je suis venu ici pour découvrir où cette croyance s'était perdue. Elle se leva, prit son porte-document. Je serai ici pendant les prochains jours. Un dernier regard pour Auguste, qui la rencontra de face. Et j'ai beaucoup de temps et beaucoup de patience pour trouver ce que je suis venu chercher. Elle sortit par la porte. Dans le couloir, Laura Fontaine était arrêtée près de l'imprimante avec une pile de documents qui, visiblement, n'avaient pas besoin d'être imprimés à ce moment précis. Quand Isabelle passa, les deux se regardèrent une seconde. Laura ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. « Madame Dumont, dit-elle d'une voix basse, mais ferme. Je sais certaines choses sur ce qui se passe ici, des choses que je n'ai jamais su à qui rapporter. » Isabelle s'arrêta, la regarda avec une attention sincère, le genre d'attention qui n'évalue pas, qui reçoit simplement. « Comment vous appelez-vous » ? « Laura. Laura Fontaine. Je suis analyste de conformité. » « Conformité »
répéta Isabelle. Et il y avait quelque chose dans cette reconnaissance qui n'était pas une coïncidence. C'était exactement le département qui aurait dû empêcher ce qui était décrit sur ces feuilles. Vous allez me raconter tout ce que vous savez, Laura. Mais pas ici et pas aujourd'hui. Laura hocha la tête, les yeux pleins d'une résolution qui semblait avoir attendu trop longtemps pour trouver une direction. Isabelle continua à marcher vers l'ascenseur et, tandis qu'elle descendait, seule dans cet ascenseur vitré qui montrait le couloir s'éloigner là, elle ouvrit son porte-document et regarda le deuxième document une fois de plus, un nom qui était entouré à la main au bas de la dernière page. Un nom qui n'était ni celui d'Auguste Vidal, ni celui de Romain Massard, ni celui de personne qui avait été dans cette salle. C'était un nom qu'elle connaissait d'une partie de sa vie qu'elle avait juré de ne plus jamais avoir à revisiter, et qui était maintenant écrit là, au centre de tout, comme s'il l'avait toujours attendu. Il y avait une pièce au dernier étage que personne n'utilisait, pas par abandon. Elle était propre, meublée, avec une fenêtre donnant sur le côté le moins fréquenté de la ville. C'était le genre d'espace qui existe dans les grandes entreprises, sans que personne ne sache exactement à quoi il a été pensé. Isabelle connaissait cette pièce. Elle avait choisi cette fenêtre un après-midi lointain, quand le bâtiment sentait encore la peinture fraîche, et que chaque décision concernant chaque pièce passait entre ses mains. C'est là qu'elle demanda à Laura Fontaine de se présenter. Pas dans la salle du conseil, avec ses murs couverts de prix et le poids formel d'une table trop longue. Là, elle n'avait pas besoin d'un endroit où une personne pourrait parler sans avoir l'impression de témoigner. Laura arriva ponctuellement, frappa à la porte du bout des doigts, 2 coups discrets, et entra quand Isabelle lui fit signe. Elle portait un mince porte-document sous le bras, et une expression qui mêlait détermination et le genre de nervosité qui ne vient pas de la peur d'être pris, mais de la peur d'être enfin écouté, après avoir gardé si longtemps quelque chose qui pesait. « Asseyez-vous, Laura », dit Isabelle, désignant la chaise de l'autre côté de la petite table près de la fenêtre. Laura s'assit, posa le porte-document sur ses genoux, resta silencieuse quelques secondes, regardant ses propres mains comme quelqu'un qui organise intérieurement l'ordre des choses, avant de commencer à parler. Isabelle ne la pressa pas. Elle savait qu'il y a des vérités qui ont besoin de leur propre rythme pour sortir entières. « Je travaille ici depuis quelques années », commença Laura, la voix ferme, mais avec une texture qui révélait combien ces mots avaient attendu. « Je suis entrée comme assistante de conformité et j'ai été promue analyste. J'aime ce que je fais. Je crois en ce que le département devrait représenter. Une voix au sein de l'entreprise qui dit quand quelque chose ne va pas avant que l'erreur ne devienne un désastre. Devrait représenter, répéta Isabelle doucement. Oui, devrait. Laura leva les yeux, parce qu'au cours des derniers mois, ce département a cessé de fonctionner ainsi, non pas parce que les gens ont arrêté de travailler, mais parce que les alertes que je générais arrivaient au directeur financier et s'arrêtaient simplement là. Elles ne montaient pas, n'étaient pas formellement archivées, étaient reconnues lors d'une réunion rapide et puis disparaissaient comme si elles n'avaient jamais existé. Avez-vous des enregistrements de ces alertes? Laura ouvrit son porte-document, posa sur la table une suite de documents, des rapports internes avec des dates, des signatures et des tampons de protocole. Chacun de ces documents est une notification que j'ai générée, protocolisée et formellement transmise au département financier. Elle glissa ses doigts sur les pages avec le soin de celui qui touche quelque chose qui a coûté cher à préserver. Aucun n'a généré d'action documentée. Aucun. Isabelle prit les rapports, lut le premier, puis le second. Le troisième, elle lut plus lentement. Et quand elle arriva au nom de l'entreprise dans le corps du texte, ses yeux s'arrêtèrent une seconde avant de continuer. Solara conseil. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces virements ?» demanda Isabelle, sans lever les yeux du papier. Quand le troisième virement a eu lieu sans que je puisse localiser de prestations de services correspondantes dans le système, Laura entrelaça ses doigts sur la table. En conformité, quand un paiement n'a pas de justificatif vérifiable, on déclenche une alerte. C'est le protocole de base. Je l'ai fait. Je l'ai signalé à M. Auguste lors d'une réunion de routine. Il a dit qu'il y avait une justification contractuelle qui était encore en cours de formalisation, que c'était une question de synchronisation entre les services et que je pouvais l'enregistrer comme en attente de documentation complémentaire. Et vous l'avez enregistré ainsi? Je l'ai enregistré parce qu'il était le directeur et que je venais d'être promu. Éparse, la voix de Laura faillit un instant. Elle respira, parce que je voulais croire qu'il y avait une explication, que le problème était bureaucratique et non ce que je commençais à soupçonner. Mais le 4e virement est arrivé, et le 5e, et le 6e. Laura regarda la fenêtre un instant, et chaque fois que je le signalais, il y avait une explication différente. Jamais la même. Et je me suis rendu compte que les explications n'étaient pas là pour m'informer, mais pour me faire taire.
Le poids de ces mots remplit la pièce d'une manière qu'aucun des meubles ne pouvait absorber. Isabelle posa les documents sur la table avec soin. Elle regarda Laura, non pas avec l'expression de celle qui évalue une employée, mais avec celle de celle qui reconnaît quelque chose sur un visage qu'elle a vu dans le miroir à d'autres époques. L'expression de celle qui sait ce que c'est d'avoir raison sur quelque chose que personne ne veut entendre. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé au-delà d'Auguste » demanda-t-elle sans jugement. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé directement à Romain » Laura resta silencieuse. C'était la question qu'elle s'était manifestement posée de nombreuses fois les nuits où les rapports restaient sur la table de la cuisine et le sommeil ne venait pas. Parce que M. Romain et M. Auguste ont une relation de longue date. J'entendais dans les conversations de couloir, dans les réunions où j'étais la plus jeune, la plus invisible. Auguste était le nom que Romain citait quand il voulait donner de l'assurance à une décision financière. Comme si le fait qu'Auguste ait approuvé était suffisant pour clore toute question. Une pause. J'avais peur d'être la personne qui accuse sans pouvoir prouver, qui soulève un soupçon et devient ensuite le problème. Vous aviez les rapports. J'avais des rapports qui montraient des irrégularités administratives. Pas une fraude avérée. Il y a une distance entre les deux, et je savais que sans la seconde, la première pouvait facilement être expliquée comme une inefficacité de processus. Les yeux de Laura brillèrent d'une émotion qui n'était pas exactement de la tristesse, mais qui en était proche. Et quand on est jeune dans une entreprise, quand on est encore en train de construire son espace, on apprend vite que lever la voix au mauvais moment peut coûter tout ce que l'on a mis des années à gagner. Isabelle resta silencieuse un long moment, regarda la fenêtre, le côté le moins fréquenté de la ville qu'elle avait choisi tant d'années auparavant, sans imaginer qu'un jour elle serait assise ici, écoutant une version plus jeune d'une douleur qu'elle connaissait précisément. « Laura », dit-elle d'une voix qui baissa d'un ton, qui venait d'un endroit différent des précédents. « Ce que vous venez de décrire n'est pas de la lâcheté. C'est ce qui arrive lorsqu'une entreprise échoue envers les personnes qui travaillent pour elle, avant qu'elle n'ait la chance d'échouer envers elle. Vous avez fait ce qui était possible dans un système qui a bloqué chaque issue que vous avez tenté d'utiliser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve d'un problème bien plus grand que vous. » Laura cligna des yeux une fois. Son expression changea d'une manière subtile, mais réelle. Comme quand quelqu'un porte un poids si longtemps qu'il ne se rend plus compte qu'il est courbé. Et soudain quelqu'un le signale gentiment et la colonne vertébrale se redresse. « Il y a encore autre chose, » dit Laura après un moment. « Et ça, je ne l'ai jamais enregistré formellement. Je l'ai gardé ici. » Elle toucha sa poitrine, parce que je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait, et j'étais très sûr que si je le mettais sur papier dans ce système, cela disparaîtrait comme tout le reste. Racontez-moi. Il y a quelques semaines, en sortant tard du bureau, je suis passé par le couloir près du bureau de M. Auguste. La porte était entr'ouverte. Il était au téléphone. Je n'ai pas voulu écouter. Mais j'ai écouté parce que le couloir était silencieux et sa voix était trop forte pour quelqu'un qui parle habituellement doucement. Laura joignit les mains. Il a dit une phrase, une seule, mais je n'arrive pas à me la sortir de la tête depuis. Quelle était la phrase? Il a dit « Elle n'arrivera jamais jusqu'ici. Je connais Isabelle mieux qu'elle ne l'imagine. » Le silence qui s'installa avait une qualité différente de tous les précédents ce jour-là. Ce n'était pas le silence de la surprise, ni de la honte, ni du calcul. C'était le silence de quand une pièce manquante trouve la place exacte où elle aurait toujours dû être. Isabelle ne montra pas d'étonnement, mais quelque chose dans ses yeux changea. Une contraction minimale. Le genre qui se produit quand le corps reçoit une information que l'esprit soupçonnait déjà, mais n'avait pas encore autorisé à croire complètement. Vous êtes sûr de ces mots? Oui. Je me suis répété tout le chemin jusqu'au parking pour ne pas oublier. Laura la regarda de face. Madame Dumont, peu importe à qui il parlait, il savait que vous viendriez, il le savait avant votre arrivée. Tandis qu'Isabelle et Laura conversaient au dernier étage, 3 étages plus bas, quelque chose d'imprévu se produisait. Camille Renaud était dans les toilettes du couloir, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que c'était le seul endroit où elle pouvait rester immobile sans que personne ne lui demande pourquoi. Elle était face au miroir, le robinet ouvert, l'eau coulant sur ses mains sans qu'elle n'y prête attention, les yeux fixés sur sa propre image, avec une expression qui ne correspondait à rien de ce que ses collègues associeraient à son visage. Elle pensait aux chaises en plastique, pensait à la femme qui était arrivée avec un simple porte-document et avait seulement demandé qu'un nom soit transmis, juste un nom, et elle avait refusé. Elle avait croisé les bras et fait un signe négatif à Hélios de la tête et traité cette demande comme un petit désagrément dans un après-midi chargé. Camille ferma le robinet, resta à regarder ses mains mouillées. Ce n'avait pas été de la méchanceté, c'était la partie qui pesait le plus, car la méchanceté aurait été plus facile à gérer. Ce fut de l'indifférence. L'indifférence de celle qui apprend, dans un lieu, que tout le monde n'arrive pas avec le même degré d'attention, et intègre cette leçon si complètement qu'elle cesse de paraître un choix et commence à ressembler à un instinct.
Et maintenant elle comprenait qu'elle avait traité la propriétaire de l'entreprise comme quelqu'un qui ne méritait pas une seule minute de son attention. Mais ce qui continuait à marteler, ce qui ne la laissait pas tranquille même après le choc passé, était une question différente. Pas qui était cette femme. Mais et si ce n'était pas la propriétaire? Et si c'était juste une personne ordinaire qui avait besoin d'aide? La réponse était la même. Et c'était cette réponse qui faisait mal. Camille prit le papier essuie-tout, s'essuya les mains, respira profondément, et quand elle sortit des toilettes pour retourner à la réception, il y avait quelque chose de différent dans sa posture, non pas brisée, mais réorganisée, comme quelqu'un qui décide, en silence et sans public, d'être une version meilleure d'elle-même à partir de maintenant. Isabelle descendit juste avant la fin de la journée, passa par la réception avec le porte-document sous le bras, marchant vers la sortie. Camille la vit de loin et sentit son estomac se serrer avec la mémoire de tout l'après-midi compressé en une seconde. Elle se leva avant même de décider de se lever. Madame Dumont. Isabelle s'arrêta, elle se retourna. Camille était debout derrière le comptoir, les mains jointes devant le corps, non pas la posture professionnelle d'avant, mais la posture de quelqu'un qui avait choisi d'être vulnérable un instant parce que c'était juste. Je voulais vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, pour la façon dont vous avez été traité à votre arrivée. Peu importe qui vous êtes, ça n'a jamais importé. Et il m'a fallu toute la journée pour comprendre quelque chose qui aurait dû être évident dès le début. Isabelle la regarda un instant sans hâte. Qu'avez-vous compris, Camille? Que je vous ai traité comme si la valeur d'une personne dépendait de la fonction qu'elle occupe. La voix de Camille ne trembla pas, mais elle était dénuée de toute couche de protection. Et ce n'est pas le genre de professionnel que je veux être. Isabelle s'approcha du comptoir, s'arrêta de l'autre côté, face à elle, et dit d'une voix qui n'avait ni punition ni condescendance, mais quelque chose de plus rare que les deux, un respect sincère. Merci d'être venu me le dire. Cela a exigé plus de courage qu'il n'y paraît. Une pause. Et Camille, ce que vous venez de dire sur le genre de professionnel que vous voulez être, gardez cela, car c'est la seule chose qu'aucune entreprise ne peut vous donner et qu'aucune démission ne peut vous enlever. Camille acquiesça. Ses yeux brillèrent. Elle ne laissa pas les larmes couler, pas là, pas à ce moment-là. Mais elles existèrent précisément à la limite où l'émotion rencontre la dignité. Isabelle sortit par le même endroit où elle était entrée ce matin-là, par le trottoir, à pied, sans chauffeur, sans secrétaire, sans aucune des marques qui annoncent l'importance. Mais cette fois, le logo lumineux au mur n'était pas seulement un symbole qu'elle avait dessiné sur une serviette en papier. C'était aussi une question qui attendait encore une réponse, car Auguste Vidal savait qu'elle viendrait. Quelqu'un l'avait appelée, quelqu'un qui connaissait ses plans avant qu'elle ne les exécute. Et le nom entouré sur le document, ce nom qu'elle avait regardé dans l'ascenseur avec la certitude froide de celle qui reconnaît quelque chose qu'elle ne voulait pas retrouver, appartenait à quelqu'un qui n'était pas un employé de l'Excellence Conseil. C'était quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui aurait dû rester dans le passé, et qui, manifestement, n'y était pas resté. Il y avait un endroit où Isabelle pensait toujours mieux. Ce n'était pas une salle de réunion, ce n'était pas le bureau vitré du siège social, où elle passait la majeure partie de ses journées. C'était un banc public à quelques pâtés de maison de l'Excellence Conseil, un banc en bois sous un grand arbre qui avait survécu à des décennies de construction autour de lui, sans demander la permission à personne. Elle avait découvert ce banc un jour lointain, quand l'entreprise était encore petite et les problèmes tenaient encore dans une seule conversation avec elle-même. Elle s'assit là ce soir-là, son porte-document sur les genoux et le document ouvert à la dernière page. Le nom entouré à la main était René Deschamps. Elle resta à regarder ce nom pendant un temps qu'elle ne mesura pas. Les lettres étaient trop connues. Elle portait le poids spécifique des choses que l'on essaie d'archiver au fond de sa mémoire et qui insistent pour refaire surface au moment le plus inattendu, comme des objets qui coulent mais ne disparaissent pas. Ils attendent simplement. René Deschamps avait été son associé, pas à l'Excellence Conseil. Avant cela, dans la première entreprise qu'elle avait tenté de construire, encore jeune, quand elle croyait que la bonne foi était une garantie suffisante pour un partenariat. Il était charismatique, éloque, le genre de personne qui convainquait des salles entières avec une seule phrase et sortait de réunion en laissant tout le monde avec la sensation que le succès était inévitable. Isabelle y avait cru pendant des années, y avait cru jusqu'au jour où les chiffres ne concordèrent plus, non par incompétence, mais par choix. De l'argent détourné avec l'élégance de celui qui a appris à le faire assez lentement pour que personne ne le remarque avant que ce ne soit trop grand pour être ignoré. Quand Isabelle le découvrit, elle le confronta. Quand elle le confronta, elle perdit. Pas la confrontation, celle-ci, elle la gagna. Elle perdit le temps, perdit les années investies, perdit la confiance qu'elle avait placée en un être humain avec la générosité de celle qui n'avait pas encore appris que toutes les mains tendues ne portent pas une intention honnête. Après cela, elle
Elle avait recommencé à zéro, avec l'excellence conseil, avec la certitude que cette fois chaque brique serait choisie par elle, chaque personne serait connue par elle, chaque décision passerait entre ses mains avant de devenir réalité. Et cela avait fonctionné pendant des années, cela avait fonctionné jusqu'à ce que l'enveloppe sans expéditeur arrive. Isabelle plia soigneusement le document et le rangea dans son porte-document. Elle resta à regarder l'arbre au-dessus d'elle, les branches qui bougeaient légèrement dans l'air nocturne, sans aucune hâte, comme quelque chose qui existe hors de portée de toute urgence humaine. Ce que René faisait en lien avec Solara Conseil, comment son nom était arrivé sur ce document, et ce qu'il voulait de l'entreprise qu'elle avait construite après lui, loin de lui, précisément pour ne plus jamais avoir à prononcer son nom. Ces questions n'avaient pas de réponse sur ce banc, mais elles en auraient. Elle s'en assurait. Le lendemain matin, Isabelle arriva avant tout le monde. Le bâtiment était presque vide à cette heure-là. Seulement le gardien à l'entrée, qui la reçut avec un salut respectueux qu'il avait appris au cours des dernières heures à être sincère. Et Marianne Salgado, qui était déjà à sa table avec 2 cafés préparés et une mine qui disait clairement qu'elle n'avait pas non plus bien dormi. « Les registres que vous avez demandés sont prêts », dit Marianne en lui tendant une épaisse enveloppe. 2 ans de mouvements financiers, d'approbation et de communications internes. L'accès a été demandé à 22 hier soir via le système d'Audi. Quelqu'un a tenté d'annuler la demande à 22h40. Isabelle s'arrêta. Quelqu'un a tenté d'annuler ? Oui. La tentative provenait d'un terminal du département financier. Le système n'a pas permis l'annulation car la demande avait été autorisée par le code d'accès de fondatrice qui a une priorité absolue sur tout utilisateur interne. Mais la tentative a été enregistrée dans le journal. Je veux le journal imprimé avec les registres. C'est déjà inclus. Isabelle prit l'enveloppe, regarda Marianne avec une attention sincère. « Vous allez bien ?» La question n'était manifestement pas attendue. Marianne cligna des yeux. « Oui, je vais bien. Vous travaillez ici depuis combien de temps ?»« De nombreuses années, madame. » Et pendant toutes ces années, Isabelle dit d'une voix qui n'accusait pas, mais qui voulait vraiment savoir. « Avez-vous vu des choses qui, selon vous, auraient dû me parvenir et qui ne l'ont pas fait ?» Marianne resta silencieuse un instant. Le genre de silence qui précède une honnêteté que la personne décide encore d'offrir ou non. « Oui, dit-elle finalement. Certaines à partir d'aujourd'hui me parviennent. » Isabelle plaça l'enveloppe sous son bras. « Vous avez un accès direct à moi tant que je suis ici. Vous n'avez pas besoin de passer par qui que ce soit. » Marianne acquiesça et sur son visage se produisit quelque chose de silencieux. Le soulagement spécifique de celle qui avait passé trop de temps à être le filtre entre ce qui existait et ceux qui devaient savoir, sans avoir l'autorisation d'être la personne qui disait simplement la vérité. Isabelle était dans la pièce du dernier étage, les documents ouverts sur la table quand Laura arriva. C'étaient des rapports financiers côte à côte. Chacun marqué de notes qu'Isabelle avait faites à la main pendant la nuit. Des schémas, des dates, des montants qui, seuls, semblaient ordinaires et ensemble, formaient une géométrie que seuls ceux qui savaient où regarder pouvaient percevoir. « J'ai trouvé quelque chose ?» dit Isabelle, avant même que Laura n'ait fini de s'asseoir. Laura se pencha sur la table. Les virements à Solara Conseil suivent un intervalle régulier. Ils ne sont pas aléatoires, ne sont pas urgents. Ils sont prévisibles comme un salaire, la même quinzaine chaque mois. Le montant augmente progressivement par petits incréments, suffisamment pour ne déclencher aucune alerte automatique du système. Isabelle désigna une colonne de chiffres. Quelqu'un qui connaît la limite de tolérance du système d'audit interne a configuré ses virements pour passer exactement en dessous de cette limite. Quelqu'un de l'intérieur, dit Laura d'une voix basse. Quelqu'un qui a eu accès à la configuration du système à un moment donné, ou quelqu'un qui a été informé de cette configuration par qui avait cet accès. Laura regarda les chiffres, puis regarda Isabelle. Solara Conseil existe-t-elle formellement? Est-elle enregistrée? Elle existe. Ouverte il y a un peu plus d'1 an. Adresse enregistrée dans une ville de province. Activité déclarée comme conseil aux entreprises. Un seul associé. Isabelle tourna une page et désigna le nom de René Deschamps. Le nom ne signifiait rien pour Laura, mais le visage d'Isabelle en le prononçant en disait long. Il y avait là une histoire qui ne tenait pas dans un rapport. Quelque chose de vivant, quelque chose qui faisait encore mal, quelque chose que Laura pressentait qu'elle ne devait pas toucher sans y être invitée. « Je le connais », dit Isabelle sans que Laura n'ait besoin de demander. D'une époque antérieure à tout cela. Elle fit une pause qui portait des années entières compressées. Il a été au début de ma carrière d'une manière que j'ai dû surmonter pour arriver jusqu'ici. Et apparemment, pendant que je construisais, il observait et attendait. Laura resta silencieuse. Il y avait une douleur dans ses mots qui était très spécifique. Pas la douleur de perdre de l'argent ou une position, mais la douleur de découvrir que quelqu'un avait utilisé le temps que vous avez investi à reconstruire votre vie
pour planifier une façon de défaire ce que vous avez construit. C'était une cruauté silencieuse et patiente qui n'avait pas besoin de violence pour être dévastatrice. « Qu'est-ce qu'il gagne avec ça ?» demanda Laura. « L'Excellence Conseil a un contrat de renouvellement avec le plus grand client de notre portefeuille prévu pour les prochaines semaines. Un contrat qui représente une part significative des revenus de cette unité. Si des irrégularités financières apparaissent de manière incontrôlée avant ce renouvellement, le client peut se retirer. Si le client se retire, l'unité entre en fragilité. Si l'unité entre en fragilité avec le bon niveau d'exposition, Isabelle laissa la phrase suspendue en l'air avec la précision de celle qui sait que l'auditeur peut compléter seul. Elle devient une cible d'acquisition, dit Laura, à un prix bien inférieur au réel. Le silence qui suivit n'était pas d'étonnement, mais de compréhension. Le genre qui arrive quand les points se connectent et forment une figure qui était invisible une seconde auparavant et qui est maintenant impossible à ne pas voir. « Et Auguste ?» dit Laura lentement. « Savait-il tout cela depuis le début ou a-t-il été recruté en chemin ?» C'est la question qui a besoin d'une réponse aujourd'hui. « Ah !» Isabelle ferma les documents et pour y répondre, je vais devoir lui parler. Pas dans une salle de réunion avec d'autres directeurs, juste nous deux. Auguste Vidal reçut le message de Marianne à Dish, réunion avec Madame Dumont, salle du dernier étage, à 11h. Il resta avec le billet à la main plus longtemps qu'il ne le fallait pour lire une courte phrase. Puis il le plia, le mit dans la poche de sa veste et tourna les yeux vers la fenêtre de son propre bureau. Dehors, la ville suivait son rythme habituel, indifférente, constante, sans savoir qu'à un étage de ce bâtiment, une histoire avait atteint un point de non-retour. Il avait connu Isabelle Dumont avant que l'Excellence Conseil n'existe. Il avait été un collègue dans une entreprise que tous deux avaient quitté pour suivre des chemins différents. Quand elle l'invita, des années plus tard, à rejoindre la direction financière de l'entreprise qu'elle avait construite, il avait ressenti de la fierté, sincère, le genre de fierté qui vient du fait d'être reconnu par quelqu'un que l'on respecte. Et pendant longtemps, il avait été loyal, avait travaillé avec dévouement, avait cru en ce que cette entreprise représentait jusqu'à ce que René Deschamps apparaisse. Pas de manière agressive, jamais agressive. René n'arrivait pas avec des menaces. Il arrivait avec des conversations, avec des déjeuners dans des endroits agréables, avec des questions qui semblaient de la curiosité. Et seulement après, bien après, on réalisait que c'était une cartographie. Il avait approché Auguste avec une proposition qui commença petite et grandit avec les virements, avec la sensation qu'il était déjà trop tard pour reculer, avec la peur non pas de René, mais d'Isabelle, de ce qu'elle penserait, de ce qu'elle dirait, de ce qu'il verrait dans ses yeux quand la vérité arriverait. Et maintenant, la vérité était arrivée avant qu'il ne trouve une issue. Auguste plia le billet une fois de plus. Il respira, se leva, à 11h précises, il frappa à la porte de la pièce du dernier étage. Quand il entra, Isabelle était debout près de la fenêtre, la même fenêtre qu'elle avait choisie tant d'années auparavant. Elle se retourna quand elle entendit la porte, le regarda avec une expression qui n'était pas de la fureur, pas une froideur calculée. C'était quelque chose qu'Auguste reconnut parce qu'il l'avait déjà vu, à une époque où il voyait souvent ce visage. C'était de la déception spécifique de celui qui fait confiance à quelqu'un assez longtemps pour que la trahison fasse mal d'une manière qu'aucune colère ne peut atteindre. « Auguste », dit-elle. « Isabelle », répondit-il, et dans ce seul nom, il y avait un aveu qui n'avait pas encore de mots pour sortir. Elle lui indiqua la chaise, il s'assit, elle resta debout, et puis dans cette petite pièce avec la fenêtre donnant sur le côté le moins fréquenté de la ville, commença la conversation qu'Auguste avait passé des semaines à essayer d'éviter, et qui était, maintenant il le savait, inévitable depuis le moment où il avait fait le premier mauvais choix. La conversation qui allait tout changer. Auguste ne s'assit pas immédiatement. Il resta un instant immobile à côté de la chaise, comme quelqu'un qui est encore en train de décider s'il va accepter l'invitation ou s'il existe une issue qu'il n'a pas encore perçue. Il n'en existait pas. Et au fond, il le savait avant même de monter les escaliers. Il le savait depuis qu'il avait plié le billet de Marianne et l'avait mis dans sa poche avec des mains qui ne tremblaient pas à l'extérieur, mais qui à l'intérieur avaient déjà lâché tout ce qu'elle retenait. Il s'assit. Isabelle resta debout, non par stratégie, simplement parce que son corps ne pouvait rester immobile face à ce qu'elle était sur le point d'entendre. Il y avait en elle une énergie contenue qui avait besoin de mouvement pour ne pas déborder. « Je vais vous poser une question », dit-elle, « et j'ai besoin que vous me répondiez avec la même honnêteté que celle que vous avez apportée à cette entreprise lorsque je vous ai invité à en faire partie. » Auguste la regarda. « Vous pouvez demander. Quand René Deschamps vous a contacté pour la première fois, que vous a-t-il promis ?» Le nom prononcé par Isabelle fit quelque chose sur le visage d'Auguste, qu'aucun muscle entraîné ne put cacher. Une contraction rapide, comme lorsqu'une lumière s'allume dans une pièce sombre,
et que l'œil a besoin d'une seconde pour s'ajuster. Comment savez-vous que c'est lui qui m'a approché? Parce que je le connais, dit-elle simplement. René n'a jamais attendu que les gens viennent à lui. C'était toujours le contraire. Il cartographie, choisit, s'approche avec patience, avec sympathie, avec l'habileté spécifique d'identifier ce qu'une personne a besoin d'entendre avant même qu'elle ne sache qu'elle en a besoin. Auguste baissa les yeux. Il m'a approché lors d'un événement sectoriel. Cela semblait une coïncidence, une pause amère. Rien avec lui n'est une coïncidence. Ça ne l'a jamais été. Nous avons commencé à nous rencontrer. Des conversations sur le marché, sur les tendances, sur l'excellence conseil. Il posait des questions qui semblaient de l'admiration. Il me demandait mon avis comme si j'étais la personne la plus expérimentée de la pièce. La voix d'Auguste perdit peu à peu sa couche de contrôle, comme un vernis qui s'écaille avec le temps et la pression. Et un jour, lors d'un de ses déjeuners, il a mis une proposition sur la table. Il a dit qu'il montait un cabinet de conseil, qu'il avait besoin de quelqu'un ayant accès à des entreprises solides pour viabiliser les premiers contrats, que ce serait discret, rapide, et que ma participation serait minimale. Mais ça ne l'a pas été, ça ne l'a pas été. Auguste entrelaça ses doigts sur la table. Le premier virement était petit, dans une marge que je pouvais justifier en interne comme un service de soutien opérationnel. Mais ensuite vint le second et le troisième. Et chaque fois que j'essayais de réduire, il me rappelait que j'étais déjà impliqué, que mon nom figurait dans les registres, que reculer serait plus risqué que de continuer. « Il vous a piégé », dit Isabelle, non pas avec satisfaction, avec la reconnaissance sèche de celle qui a déjà vu ce mécanisme fonctionner auparavant. « Il m'a piégé », confirma Auguste, et dans ces 3 mots, il y avait une honte qui pesait plus lourd que toute punition externe, car elle venait de l'intérieur, de la partie de lui-même qu'il avait fait taire alors qu'il signait approbation après approbation, avec sa conscience criant de plus en plus fort que c'était faux. Le silence dura quelques secondes. Isabelle s'éloigna de la fenêtre et s'assit finalement, non pas au bout de la table, mais sur la chaise à côté de la sienne, suffisamment près pour que la conversation cesse d'être un interrogatoire et devienne ce qu'elle devait être, une vérité entre 2 personnes qui se connaissaient depuis trop longtemps pour faire semblant de ne pas se connaître. « Auguste », dit-elle d'une voix qui descendait à un endroit qui n'était ni de la colère ni de la pitié. C'était quelque chose de plus honnête que les deux. Je vous ai invité dans cette entreprise parce que je croyais en vous, pas en votre CV. En vous, dans la façon dont vous traitiez les gens, dans la façon dont vous compreniez que les chiffres sont une conséquence de décisions humaines. Pas le contraire, une pause. Et une partie de moi croit encore que cet homme existe, mais il a dû rester silencieux trop longtemps, pendant que l'autre prenait les décisions. Auguste ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux. Ce n'était pas la résolution, c'était le début de celle-ci, ce moment fragile et réel, où une personne décide d'arrêter de porter quelque chose de trop lourd et le pose enfin au sol, même sans savoir encore quoi faire de ses mains vides. « Qu'avez-vous besoin de moi ?» demanda-t-il. Tout, chaque conversation avec René, chaque instruction qu'il a donnée, chaque personne à l'intérieur ou à l'extérieur de cette entreprise qu'il a mentionnée. Isabelle le regarda sans détourner les yeux. Il essaie d'utiliser le renouvellement du contrat avec le client principal comme déclencheur pour fragiliser cette unité. S'il y parvient, il achète ce que nous avons construit pour une fraction de sa valeur réelle. Je ne laisserai pas cela arriver. Et pour l'empêcher, je dois savoir exactement où il se situe. Il a une réunion, dit Auguste à voix basse, prévue avant le renouvellement, avec un intermédiaire qu'il utilise pour négocier des acquisitions, sans que son nom n'apparaisse directement. Vous savez où? Je sais, et je connais le nom de l'intermédiaire. Il la regarda avec une expression qui portait à la fois la légèreté de celui qui commence à relâcher un poids et le sérieux de celui qui comprend que lâcher prise a un coût. Si je vous le dis, je vous donne le seul bouclier qu'il me reste. Je le sais. Et vous allez me protéger? Isabelle ne répondit pas immédiatement, non pas parce qu'elle hésitait, mais parce que la réponse méritait le bon poids. Je ne peux pas vous protéger des conséquences de ce qui a été fait. Ce serait malhonnête, et vous méritez l'honnêteté plus que la protection. Une pause qui coupa l'air. Mais je peux garantir que votre collaboration sera reconnue, et je peux garantir que René Deschamps ne sorte pas de cela, comme s'il n'avait jamais existé. Auguste acquiesça lentement, sortit de la poche intérieure de sa veste une carte pliée, la posa sur la table et la glissa vers Isabelle du bout des doigts. Le nom de l'intermédiaire est là, et l'adresse où la réunion aura lieu. Isabelle regarda la carte, ne la prit pas immédiatement, regarda Auguste. « Pourquoi avez-vous gardé cela ?» Il tarda à répondre. Quand il parla, la voix sortit avec la texture spécifique de celui qui a trouvé une vérité au fond de lui qu'il ne s'attendait pas à trouver. Parce qu'à un moment donné, j'ai cessé de me convaincre que je faisais la bonne chose et j'ai commencé à me préparer pour le jour où j'aurai le courage de faire différemment. Ses yeux brillèrent.
J'ai juste mis plus de temps que je n'aurais dû pour que ce jour arrive. » Isabelle prit la carte. Ils restèrent silencieux un instant. Pas le silence inconfortable d'avant, le silence d'après, ce qui reste quand deux personnes arrivent ensemble à un endroit qu'aucune des deux ne voulait avoir à visiter, mais qui était le seul chemin possible pour en sortir de l'autre côté. « Auguste, » dit-elle en se levant, « ce que vous faites à partir de maintenant importe plus que ce que vous avez fait jusqu'ici. N'oubliez pas cela ?» Il ne répondit pas par des mots, mais la façon dont il releva la tête, lentement, avec le poids de quelqu'un qui décide de porter sa propre histoire de front, au lieu de se courber sous elle, dit ce qui devait être dit. Isabelle sortit de la pièce, la carte à la main. Dans le couloir, elle s'arrêta un instant, regarda le nom écrit là, l'intermédiaire de René, le lien qui reliait tout ce qui s'était passé au sein de cette entreprise à un plan qui avait commencé bien avant que l'enveloppe sans expéditeur n'arrive entre ses mains. Mais il y avait autre chose sur cette carte qu'elle n'avait pas encore entièrement traitée. Quelque chose qui, une fois traité, changerait non seulement la direction de l'enquête, mais la façon dont elle comprenait qui avait envoyé l'enveloppe. La carte qu'Auguste avait remise était simple, papier épais, bord droit, sans logo. D'un côté, le nom de l'intermédiaire de René Deschamps et une adresse. De l'autre, quelque chose qu'Isabelle avait remarqué dans le couloir, mais qu'elle n'avait pas encore laissé son esprit traiter complètement, car le traitement exigerait d'accepter une vérité qui changeait non seulement l'enquête, mais toute l'histoire qu'elle s'était racontée sur la façon dont elle était arrivée à ce point. Au verso de la carte, manuscrite avec la même écriture menue et tremblante que les 3 feuilles de l'enveloppe sans expéditeur, il y avait une courte phrase. « Je n'avais pas le courage de signer, mais je n'avais pas non plus le courage de me taire. » Isabelle resta immobile dans le couloir pendant un temps qu'elle ne mesura pas. La phrase la frappa en plein cœur avec la force spécifique des choses que l'on ne s'attendait pas à ressentir et qui, de ce fait, arrivent sans aucune défense préparée, car elle reconnut cette écriture. Elle avait vu cette écriture dans des notes de réunion, dans des annotations de rapports, pendant des années de vie professionnelle au sein de cette entreprise. C'était l'écriture d'Auguste. Auguste avait envoyé l'enveloppe. L'homme qu'elle avait confronté ce jour-là, l'homme qui avait avoué avoir participé au stratagème, le même homme qui, à un moment donné entre la première approbation erronée et la dernière nuit sans sommeil, avait trouvé en lui quelque chose qui résistait encore. Et il avait mis cette résistance dans une enveloppe sans nom pour qu'elle lui parvienne. Ce n'avait pas été une dénonciation d'un employé anonyme quelconque. Ce fut un appel à l'aide de quelqu'un qui ne pouvait se sauver seul, et qui, dans le seul geste honnête qu'il était encore capable de faire, avait choisi d'allumer une lumière au lieu d'en éteindre une de plus. Isabelle s'appuya contre le mur du couloir, ferma les yeux et ce fut là, dans ce couloir désert, loin de toute salle de réunion et de tout regard qui aurait besoin d'une protagoniste forte, que la digue qu'elle avait construite au fil des jours, et en réalité des années, céda finalement. Ce ne fut pas un pleur de faiblesse, ce fut le genre qui n'arrive que lorsque l'attention rencontre la vérité, et que le corps décide qu'il ne fera plus semblant que supporter est la seule façon de continuer. Les larmes vinrent silencieuses et lourdes, du genre qui porte plus que le moment présent. Elle portait l'enveloppe arrivant entre ses mains des semaines auparavant, et la nuit où elle n'avait pas dormi en lisant ses feuilles. Elle portait les chaises en plastique, et le logo sur le mur, et le souvenir du temps où ce logo n'était qu'un dessin sur une serviette en papier. Elle portait René Deschamps et les années perdues, et l'entreprise reconstruite, brique par brique, avec des mains qui se souvenaient encore du poids de chacune. Elle portait toutes les personnes qu'elle avait tenté de protéger en construisant cet endroit et que l'endroit n'avait pas réussi à protéger en retour. Elle pleura tout cela en silence, appuyée contre un mur de couloir, sans public et sans performance. Et quand elle eut fini, elle inspira profondément, redressa sa posture, rangea la carte dans son porte-documents et continua. Laura attendait dans la salle du dernier étage quand Isabelle entra, vit son visage et ne dit rien. Elle ne demanda pas, ne commenta pas, n'offrit pas la phrase de réconfort hâtive que les gens ont l'habitude d'offrir quand ils ne savent pas quoi faire de la douleur d'autrui. Elle posa simplement un verre d'eau sur la table avec le geste simple et honnête de celui qui comprend que parfois la seule chose que l'on puisse donner à quelqu'un est de l'espace et de la présence. Isabelle but l'eau, s'assit. L'enveloppe, c'était Auguste, dit-elle. Laura cligna des yeux. Auguste a envoyé la dénonciation contre lui-même, contre le système. Je ne sais pas s'il comprenait complètement qu'il s'incluait en le faisant ou s'il comprenait et le fit quand même. Isabelle regarda la fenêtre. De toute façon, sans cette enveloppe, je ne serais jamais venu et René aurait atteint le renouvellement du contrat sans que personne dans cette entreprise ne soit en mesure de réagir à temps. Laura resta silencieuse, assimilant l'information. Donc, au fond, c'est lui qui a empêché son propre plan de fonctionner. Une pause. Les gens ne sont pas qu'une seule chose, Laura. Auguste a fait de mauvais choix par peur et par faiblesse. Et il a aussi fait le choix le plus difficile de tous,
quand il avait encore le temps de faire la différence. Ces deux vérités existent en même temps et les deux sont réelles. C'était le genre de phrase qui n'avait pas besoin de réponse. Laura acquiesça et retint. La carte contient le nom de l'intermédiaire de René, dit Isabelle, revenant au centre. Nous devons comprendre qui est cette personne et quel est son rôle exact avant que la réunion mentionnée par Auguste n'ait lieu. Si René a déjà un acheteur positionné pour l'unité, chaque heure compte. Ce fut alors que la porte s'ouvrit. Sonia Lambert entra avec une expression qui n'était pas celle de la directrice des opérations, habituée aux réunions formelles. C'était l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision en chemin et était arrivé avec elle déjà formée. Derrière elle, Fabien Caron, qui ferma la porte avec soin. « Nous nous excusons d'entrer sans prévenir. » Sonia dit, regardant Isabelle, puis Laura, puis de nouveau Isabelle. « Mais il y a une chose que nous devons dire avant qu'il ne soit trop tard. » Isabelle les observa. « Vous pouvez parler. » Sonia respira. « Lors de la réunion d'hier, quand vous avez présenté les documents sur Solara Conseil, j'ai reconnu le nom. Pas de la même manière que vous. Pas du passé. J'ai reconnu parce qu'il y a quelques semaines, Auguste m'a demandé de signer une approbation de dépenses opérationnelles que j'ai trouvée étrange. Le montant était dans ma limite de compétence, la justification semblait technique, et il a dit que c'était urgent. J'ai signé. Elle s'arrêta. Ce n'est qu'après la réunion d'hier que j'ai vérifié. Le virement que j'ai autorisé était destiné à Solara Conseil. Le poids de ces mots arriva lentement, comme quand on s'aperçoit que l'eau monte avant de comprendre d'où elle vient. « Vous avez le document ?» demanda Isabelle. Oui, Sonia posa sur la table une copie imprimée avec le cachet d'approbation et sa propre signature. Je ne suis pas ici pour me protéger. Je suis ici parce que j'ai commis une erreur en ne vérifiant pas avant de signer. Et si cette information est utile à ce que vous faites, elle doit être entre vos mains. Fabien fit un pas en avant. Et je suis ici parce que quand Sonia m'a raconté, j'ai décidé que rester en marge n'était plus une position que je pouvais occuper. Si vous avez besoin de quoi que ce soit sur les contrats commerciaux de cette unité, vous pouvez compter sur moi. Isabelle les regarda un instant. Il y avait quelque chose sur ces deux visages. La même chose qu'elle avait vue chez Camille dans le hall, chez Laura dans le couloir, chez Auguste dans la pièce, qu'elle reconnaissait comme la marque spécifique des personnes qui avaient choisi de faire ce qui était juste à un moment où faire le contraire aurait été plus facile. Et chaque fois que ce choix se produisait, quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment se réorganisait, pas de manière spectaculaire, pas avec des discours, silencieusement, comme des os qui retrouvent leur place après avoir été déplacés. « Merci à vous deux, » dit-elle. « Et Sonia, ce que vous avez fait maintenant a exigé du courage, garder le secret aurait été plus commode. Vous avez choisi différemment. » Sonia acquiesça, ses épaules se relâchant d'1 millimètre qui révélait le poids qu'elle avait porté depuis la réunion de la veille. « Nous devons agir vite, » dit Isabelle, se tournant vers la table et ouvrant la carte d'Auguste. Le nom de l'intermédiaire est Hector Valmont. Fabien, vous connaissez ce nom dans le secteur? Fabien fronça les sourcils, croisa les bras, traitant l'information. Hector Valmont, répéta-t-il lentement, comme quelqu'un qui cherche un tiroir spécifique dans une mémoire très organisée. Oui, je le connais de réputation. Il est apparu plusieurs fois dans des conversations de marché comme consultant en fusion et acquisition. Je ne l'ai jamais croisé directement, mais son nom circule dans les milieux où l'on négocie l'achat d'actifs en difficulté. Achat d'actifs en difficulté, répéta Isabelle. Exactement le profil. Elle regarda tout le monde autour de la table. René a une réunion avec Valmont prévue avant le renouvellement de notre contrat principal. L'objectif est de positionner un acheteur pour cette unité au moment où l'irrégularité financière fuira de manière à compromettre la négociation avec le client. Si le client se retire, l'unité perd des revenus. Si l'unité perd des revenus de manière abrupte et documentée, la valeur marchande s'effondre. Valmont intervient, l'acheteur conclut, et René reçoit la part convenue. « Combien de temps avons-nous avant le renouvellement ?» demanda Laura. « Des jours ?» Isabelle répondit. « Non, des semaines, des jours. » Le silence qui suivit avait une qualité différente de tous les précédents. Ce n'était pas le silence de la surprise, ni de la honte, ni de l'assimilation. C'était le silence de celui qui vient de comprendre que le terrain est en mouvement et que rester immobile n'est pas une option. « Que faisons-nous » demanda Fabien. Deux fronts simultanés. Isabelle se leva. Le premier. Laura et Sonia. Préparez un dossier complet avec toutes les preuves que nous avons, les rapports de conformité, les enregistrements d'accès au serveur, la confession documentée d'Auguste, l'approbation de Sonia avec le contexte expliqué. Ce dossier sera remis au cabinet d'audit externe engagé par le siège social dès aujourd'hui. Non, demain, aujourd'hui. Et le deuxième front ? demanda Sonia. Le deuxième front, c'est moi. Isabelle ferma le porte-document avec le claquement sec d'une décision prise sans retour en arrière. J'irai là où se trouve René Deschamps,
non pas pour le confronter, mais pour qu'il comprenne, en me regardant dans les yeux, que tout ce qu'il a construit ces derniers mois a pris fin avant d'avoir eu la chance de devenir réel. Laura leva les yeux. « Vous y allez seule, madame ?» « Oui. » Isabelle la regarda. « Parce que certaines conversations ne fonctionnent que lorsqu'il n'y a pas de public. Et parce qu'il y a des choses que je dois dire à cet homme qui ne tiennent pas dans un document, ne tiennent pas dans une déposition, ne tiennent nulle part, sauf dans une pièce avec 2 chaises et la vérité au milieu. » Personne ne questionna. Il y avait quelque chose dans la voix d'Isabelle qui n'était pas de l'impulsivité, c'était la détermination de quelqu'un qui avait porté une histoire lourde trop longtemps et avait enfin trouvé le moment exact où déposer ce poids là où il appartenait. Avant de quitter le bâtiment, Isabelle passa devant le bureau de Romain Massart. Il était à sa table avec la posture de quelqu'un qui avait passé les dernières heures à revoir mentalement chaque décision des derniers mois. Quand il la vit à la porte, il se leva immédiatement, non par protocole, mais par le réflexe de celui qui apprend encore à occuper un espace différent de celui qu'il occupait jusqu'à hier. « Je devais vous dire une chose », dit-elle en restant à la porte. « Ce qui s'est passé dans cette entreprise n'est pas entièrement de votre faute. Il y a eu un plan élaboré pour utiliser les structures que vous gériez sans que vous ne vous en aperceviez. Cela ne vous absout pas de tout, mais cela change l'ampleur de ce que vous portez. » Romain resta silencieux un instant. Quand il parla, la voix sortit avec une texture qu'elle ne lui avait jamais entendue, dénué de toute couche d'autorité ou de performance. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ? Parce qu'avant d'aller résoudre ce qui est à l'extérieur, il était important de s'assurer que ce qui est à l'intérieur ne s'effondre pas pendant que je suis absente. » Elle le regarda directement. « Vous êtes toujours le gérant de cette unité. Et dans les prochaines heures, j'aurai besoin que vous soyez exactement cela. Pas l'homme qui rit fort dans le hall. L'autre, celui que vous êtes quand personne ne regarde. » Romain acquiesça, et il y avait dans ce geste simple plus d'engagement que dans n'importe quelle réunion d'objectifs qu'il avait présidé ces dernières années. Isabelle sortit, descendit par le même ascenseur habituel, traversa le même hall où tout avait commencé. Elle passa devant la réception où Camille la vit partir et soutint son regard avec la posture de celle qui avait décidé d'être différente et avait déjà commencé. Par la porte vitrée, la ville attendait, et quelque part dans cette ville, René Deschamps croyait encore que le plan était en place. Il ne savait pas encore que la femme qu'il avait tenté d'ensevelir en silence était en chemin et que cette fois, elle ne portait pas seulement un porte-document. Elle portait chaque témoin, chaque document, chaque vérité que ce bâtiment avait produit en 2 jours et la mémoire entière de tout ce qu'il lui avait fait à une époque où elle ne savait pas encore que recommencer pouvait être plus puissant que tout ce que quelqu'un tente de détruire. L'adresse sur la carte d'Auguste conduisit Isabelle à un café du centre-ville. Ce n'était pas un endroit imposant, c'était exactement le contraire. Petit, lumière jaunâtre, le genre d'établissement que les gens choisissent quand ils veulent avoir des conversations qui ne veulent pas être vues. Isabelle arriva avant l'heure indiquée par Auguste pour la réunion. Elle commanda un café qu'elle ne but pas et resta assise face à la porte, son porte-document sur la table et le même regard de celle qui observe sans révéler, le même que celui avec lequel elle était entrée par la porte de l'Excellence Conseil quelques jours auparavant. René Deschamps arriva seul. Elle le reconnut avant qu'il ne la voie. Le temps avait fait ce qu'il fait à tout le monde, marqué, adouci certaines arêtes, créé d'autres, mais il y avait quelque chose en lui qui n'avait pas changé. La façon d'entrer dans un lieu comme s'il en était déjà propriétaire avant de s'asseoir. Le regard qui balaie l'environnement, non par précaution, mais par inventaire, évaluant ce qu'il y a d'utile dans chaque recoin. C'est exactement au milieu de cet inventaire qu'il la trouva. Il s'arrêta. Ce ne fut pas un choc, ce fut le genre d'immobilité qui se produit lorsque le corps reçoit une information que l'esprit est encore en train de traiter pour savoir si elle est réelle. 2 secondes. 3. Et puis quelque chose sur son visage se réorganisa avec la vitesse de celui qui a passé sa vie à apprendre à ne laisser rien paraître avant l'heure. Il s'approcha de la table, s'assit sur la chaise d'en face comme s'il avait été invité. « Isabelle », dit-il. Le nom sortit avec une familiarité forcée de celui qui veut paraître non surpris. « René », répondit-elle. Sans la familiarité, sans la froideur calculée, avec la sérénité spécifique de celle qui est arrivée là après un long chemin et n'a plus besoin d'aucune armure. Il regarda le porte-document, le café intact. Elle, où est Valmont ? Il ne viendra pas, dit Isabelle. Personne ne viendra. Cette réunion est la nôtre. René resta silencieux un instant. Quand il reprit la parole, le ton avait légèrement changé, toujours contrôlé, mais avec une nouvelle tension qui s'était installée sous la surface, comme un courant sous une eau calme. Comment avez-vous trouvé cet endroit ? Vous m'avez appris à toujours regarder ce qui se cache sous l'évidence. Ce fut l'une des rares leçons utiles qui sont restées. Il ne répondit pas à cela. « Je vais vous dire ce qui s'est passé », continua Isabelle d'une voix qui ne montait pas de ton,
qui n'en avait pas besoin. Le dossier avec toutes les preuves du stratagème que vous avez monté autour de l'Excellence Conseil est déjà entre les mains de l'audit externe du siège. Les virements à Solara Conseil, les enregistrements d'accès au serveur, la chaîne d'approbation manipulée, votre identification comme associé unique de l'entreprise. Tout est documenté, tout est protocolisé, tout est hors de portée de toute tentative d'effacement. René ne bougea pas, mais ses doigts sur la table cessèrent de bouger. Le renouvellement du contrat principal de cette unité a lieu dans quelques jours. Le client a déjà été informé par les canaux appropriés qu'un audit est en cours, initié par la fondatrice elle-même, ce qui signifie transparence, non fragilité. Le récit que vous avez construit pour faire paraître l'unité comme un actif en effondrement n'est pas parvenu au client. Il m'est parvenu en premier. « Isabelle, dit-il, la voix baissant d'un ton, vous faites paraître cela plus grand que ce n'est. C'était une opération financière, René. » Le nom sortit avec une fermeté qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus ancien et de plus lourd que la colère. C'était le poids d'une femme qui avait perdu des années, avait recommencé à zéro, avait construit quelque chose de réel de ses propres mains, et avait regardé en avant suffisamment longtemps pour ne plus avoir à regarder en arrière, jusqu'à ce que le passé décide d'apparaître par la porte de derrière. « Je ne suis pas venue ici pour négocier, » dit-elle. « Je suis venue parce qu'il y avait une chose que je devais faire personnellement, une chose qu'aucun dossier, aucun audit, aucun processus légal ne peut faire à la place d'une personne. » Il la regarda. Pour la première fois depuis qu'il était assis, l'inventaire disparut de son regard, et ce qui restait n'était qu'un homme qui savait qu'il n'y avait plus rien à calculer. « Je devais vous regarder dans les yeux et vous dire que je n'en garde plus rien, » dit-elle. « Ni ce que vous avez fait avant, ni ce que vous avez essayé de faire maintenant. Pendant longtemps, ce qui s'est passé entre nous a occupé un espace en moi qui coûtait plus cher que ce qu'il valait. J'ai construit l'Excellence Conseil avec une main au travail, et l'autre retenant une rancune que je faisais semblant de ne pas exister. Une pause pendant laquelle le café refroidit d'un degré de plus, et la lumière jaunâtre du lieu rendit le silence encore plus réel. Aujourd'hui, je lâche ça ici sur cette table. Pas pour vous, pour moi. René la regarda avec une expression difficile à nommer. Ce n'était pas du remords, ou si c'en était, il était enfoui sous des couches que des années de mauvais choix avaient sédimentées. Cela ressemblait davantage à la reconnaissance de celui qui se heurte à quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver et ne sait pas quoi en faire. Isabelle se leva, prit son porte-document. « Le processus suivra son cours, » dit-elle déjà debout. « Et vous répondrez de ce que vous avez fait, non pas parce que je veux que vous souffriez, mais parce que les conséquences sont le seul langage honnête qui existe. » Elle sortit sans regarder en arrière, et pour la première fois depuis longtemps, son porte-document sous le bras semblait plus léger. Le dossier parvint à l'audit externe le même après-midi. 2 jours plus tard, le renouvellement du contrat avec le principal client de l'Excellence Conseil fut signé, non pas dans un climat de crise, mais dans un climat de reconstruction, avec la fondatrice présente, avec transparence sur le processus d'audit en cours, avec la démonstration que l'entreprise avait identifié un problème interne et agi avant qu'il ne devienne irréversible. Le client ne se retira pas, il resta. Et en sortant de la réunion de signature, le représentant du client dit à Isabelle quelque chose qu'elle n'oublierait pas. Il est rare de voir une entreprise assumer un problème avant d'y être contrainte. Cela en dit plus sur qui vous êtes que n'importe quel contrat. Des semaines plus tard, les résultats de l'audit furent formalisés. René Deschamps répondit légalement de l'opération de Solara Conseil. Les preuves étaient suffisantes et étaient documentées avec une solidité qui ne laissait aucune marge de manœuvre pour la défense. Hector Valmont, l'intermédiaire, coopéra avec les autorités en échange d'un accord, ce qui accéléra le processus et boucla chaque détail du stratagème qui avait été monté au fil des mois avec patience et mauvaise foi. Auguste Vidal quitta son poste. Ce ne fut pas une démission spectaculaire, ce fut un processus mené avec le sérieux que l'affaire exigeait et avec la reconnaissance formelle que sa collaboration avait été décisive pour que l'entreprise puisse se protéger à temps. Dans un billet qu'il laissa à Isabelle avant de partir, il écrivit seulement une ligne. « J'aurais dû trouver le courage avant, mais heureusement que je l'ai trouvé. » Elle plia le billet et le rangea dans le même porte-document que la carte, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que personne n'est seulement le pire qu'il ait fait. Romain Massart resta, non pas au même poste, mais à un poste reformulé avec une supervision directe du siège social et un ensemble de responsabilités redéfinies à partir de ce que la crise avait révélé sur les angles morts de sa gestion. Il accepta, non pas avec un enthousiasme forcé, mais avec la sobriété de celui qui comprend que recommencer au même endroit exige plus que recommencer ailleurs. Dans les semaines qui suivirent, Isabelle se permit de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait auparavant. S'arrêter dans le couloir pour demander sincèrement aux employés comment ils allaient, non par protocole,
parce qu'elle avait appris d'une manière qu'on n'apprend pas en formation, que les gens autour ne sont pas des figurants de sa propre histoire. Laura Fontaine fut promue coordinatrice de conformité de l'unité, relevant directement du siège social et dotée d'une autonomie réelle pour agir lorsque des alertes apparaissaient. Le premier jour à son nouveau poste, elle organisa une réunion avec toute l'équipe du département. Elle ne parla pas de processus, ni de système. Elle parla de ce qui se passe lorsqu'une entreprise apprend à faire taire les voix qui devraient être entendues et de ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus jamais. À la fin, une jeune employée leva la main et demanda « Et si personne n'écoute quand même ?» Laura répondit sans hésiter « Alors vous documentez, vous insistez et vous trouvez qui écoute. Et si besoin, vous faites ce qu'Isabelle Dumont a fait, vous vous présentez personnellement. » Sonia Lambert et Fabien Caron intégrèrent le comité interne créé pour suivre la mise en œuvre des changements recommandés par l'audit. Ce ne fut pas une fonction glamour, c'était un travail de reconstruction, méticuleux, silencieux, du genre qui ne fait pas les gros titres, mais qui est exactement ce qui maintient une entreprise debout une fois la tempête passée. Et Camille Renaud demanda à être transférée au programme de service client que l'Excellence Conseil lança dans le cadre des changements culturels mis en œuvre après la crise. Un programme qui avait été proposé par Isabelle avec une seule directive. Traiter chaque personne qui entre par la porte comme si elle était la personne la plus importante de la journée, indépendamment de la façon dont elle est arrivée, indépendamment de qui elle semble être. Camille était devenue, sans que personne ne le prévoie, l'une des voix les plus cohérentes de ce programme, car elle savait, d'une manière qu'aucune théorie n'enseigne, ce qui se passe quand une personne est traitée comme si elle n'avait aucune importance. Le dernier après-midi, avant qu'Isabelle ne quitte l'unité pour retourner au siège social, elle monta une dernière fois à la pièce du dernier étage. Elle se tint près de la fenêtre qu'elle avait choisie il y a si longtemps. La ville du côté le moins fréquenté s'étendait comme toujours, indifférente, constante, sans savoir qu'à un étage de ce bâtiment, l'histoire avait commencé avec une enveloppe sans expéditeur et s'était terminée par quelque chose qu'aucun document ne pouvait entièrement enregistrer. Marianne entra avec une tasse de café, cette fois chaude, et la posa sur la table sans rien dire. Avant de sortir, elle s'arrêta à la porte et dit d'une voix de celle qui avait gardé cela pendant des jours. « Madame Dumont, puis-je dire une chose? Vous pouvez. Quand vous êtes arrivée ce jour-là et que l'on vous a envoyé vous asseoir sur les chaises en plastique, je savais qui vous étiez. J'avais vu des photos. » Marianne marqua une pause. « Mais je ne suis pas descendue. Je n'ai pas interféré. J'ai attendu de voir ce qui se passait et je l'ai regretté les jours suivants. » Isabelle la regarda avec une attention sincère. « Vous n'aviez pas besoin de me le dire, dit-elle. »« J'en avais besoin, répondit Marianne, parce que depuis, je me suis posé une question qui ne m'a pas quitté. Si vous n'étiez pas la propriétaire de l'entreprise, si vous étiez juste une personne ordinaire qui avait besoin d'être écoutée, qu'aurais-je fait ?» Les yeux de Marianne brillèrent, et la réponse que j'ai trouvée est celle qui a changé quelque chose en moi. J'aurais dû descendre de toute façon, non pas pour la fonction, mais pour la personne. Isabelle resta silencieuse un instant. Puis elle dit d'une voix qui venait du même endroit que la phrase emblématique du hall, profonde, ferme, construite au fil des années de vie réelle. « C'est le genre de perception qui n'a pas de prix, Marianne. Gardez-la, et quand le jour difficile arrivera, et il arrivera, elle sera plus forte que toute règle écrite dans un manuel. » Marianne acquiesça, essuya discrètement ses yeux et sortit. Isabelle resta à regarder la ville un moment de plus. Elle pensa à René et au poids qu'elle avait laissé sur cette table de café. Elle pensa à Auguste et aux billets pliés dans son porte-documents. Elle pensa aux chaises en plastique et au logo qu'elle avait dessiné sur une serviette en papier. Elle pensa à tout ce qu'elle avait construit, perdu, reconstruit, et à la tendance irritante et miraculeuse de la vie à être toujours plus grande que les plans que l'on fait pour elle. Elle but le café, prit son porte-documents et descendit. Dans le hall, la réception était animée. Des gens arrivaient, étaient accueillis, étaient écoutés. Camille était debout derrière le comptoir, et quand elle vit Isabelle sortir, elle arrêta ce qu'elle faisait et dit, d'une voix claire qui n'avait besoin d'aucun public pour exister, « Bonjour, Madame Dumont. » Isabelle s'arrêta, elle sourit. Le sourire réel, celui qui n'a rien de stratégique. Le genre qui n'apparaît que lorsque quelque chose en nous reconnaît que cela en valait la peine. « Bonjour Camille. » Et elle sortit par la même porte où elle était entrée quelques jours auparavant. Par le trottoir, à pied, son porte-documents sous le bras, et le regard qui n'avait plus besoin d'observer en silence, car ce qu'elle était venue chercher, elle l'avait trouvé. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une vengeance, ce n'était même pas la preuve qu'elle avait construit quelque chose qui résistait. C'était la certitude qu'une entreprise n'est pas faite de contrats, de logos lumineux ou d'étages vitrés. Elle est faite des choix que les gens font quand personne ne les y oblige. Des courages silencieux qui se produisent dans des couloirs sans caméra, dans des toilettes sans public,
Dans de petites pièces avec des fenêtres donnant sur le côté le moins fréquenté de la ville, des fois où quelqu'un décide, sans garantie de résultat, d'être meilleur que ce que l'environnement exigeait. C'était ce que l'excellence conseil avait perdu. Et c'était ce que, en 2 jours qui avaient commencé sur les chaises en plastique d'une réception, elle avait retrouvé.